Et voilà un combat que j'aime particulièrement, et ce, sur les deux formats. Un combat qui, selon mon humeur, est mon favori de la série. Je vais parler du combat entre Seiya et Saga. Et peut-être même rajouter dans l'équation Ikki, tiens. La fin du Sanctuaire, elle est vraiment remarquable sur bien des points. Dans l'épisode 70, nous pouvions voir le grand Pop triomphant, croyant ainsi que les bronzes ont tous été terrassés. Pendant toute la montée des marches, c'est ce Saga qui est apparu à une exception près lorsque Saga est sur le point d'intervenir directement pour abattre Shun dans la maison des Gémeaux. L'anime nous gratifie également d'une petite scène peu avant le combat face à Aphrodite où Saga entre en conflit avec sa double personnalité. Mais c'est ça qui surprend lorsque Seiya le rejoint. Déjà, pour coller avec le manga, Saga n'a plus les mêmes vêtements qu'il portait dans l'anime, à savoir les fameuses épaulettes dotées de pics. La couleur des cheveux a également changé. Bref, cette scène, je ne me lasse jamais de la revoir car Seiya est tout aussi étonné que le spectateur au fond. そんなことを今さら言っている場合ではない。アテナの命を救うために1秒を争うのだったな、聖夜。アテナは間もなく死ぬ。そうすればアイゴロスの持ち去った勝利の女神ニケも世のもの。Et autre différence pour les puristes de la version originale, Saga est incarné par un autre seiyuu lorsque celui-ci n'est que bonté, à savoir Akio Nojima, une voix tellement humble et discrète, tout du moins dans son interprétation sur Saga, par rapport à ce que fait Kazuyuki Sogabe de son côté. Ironiquement, la voix de Saga par Kazuyuki Sogabe deviendra tellement populaire qu'il incarnera également le Saga bon par la suite. Il y a un truc dont je parle assez rarement dans Sanseiya, ce sont les sound effets. Les thèmes se rapportant au temple du grand Pop font largement son petit effet, et encore plus dans cet épisode où tu ressens que malgré ce grand Pop gentil, eh bien il se trame quelque chose. Ces sound designs, issus de la banque sonore de la Toei Animation, nous cessent de nous indiquer le malaise de la situation. Honnêtement, quand j'étais petit, c'est vrai que ces épisodes me faisaient vraiment flipper. Un effet qu'il ne faut jamais sous-estimer. On apprend de belles révélations sur cet épisode. Déjà, l'importance du très sous-estimé sceptre Nikke qui semble avoir été d'une grande aide au bronze. Mais à quel point? Eh bien, on ne le saura jamais. Autre surprise, mais ça, c'est la question qu'on se posait, comment Seiya pouvait-il ramener Saga en moins de 12 heures pour rejoindre Saori? Déjà, il y avait un problème sur l'intention de base. Du coup, Seiya peut sauver la princesse via le terrible bouclier d'Athena. Très vite, le but est indiqué. Pour cette ultime épreuve, Seiya doit atteindre la statue d'Athéna. Et c'est à ce moment précis que la mauvaise personnalité de Saga reprend le dessus. Impossible de ne pas évoquer la différence notable de la couleur des cheveux de Saga. Dans le manga, ils deviennent noirs. Kurumada jouant, comme je vous l'avais dit sur une autre vidéo sur la dualité blond égale bien et brun égale mauvais. L'anime fera un autre choix esthétique qui sera, ma foi, tout aussi bon. Entre nous, le Saga de la version animée m'a toujours fait frissonner. Saga fait part de ses terribles dessins. La réalisation de l'épisode le rend très impressionnant. A noter qu'il ne porte pas de pantalon et qu'il encaisse sans sa cloche le Pegasus Ryuseiken par 2 fois, ce qui est déjà un exploit. Bon, oui, tout le monde pouvait s'en douter qu'il était le véritable saint des Gémeaux, cet élément ayant été spoilé dans l'anime d'ailleurs, lorsque Saori réfléchit à l'identité du grand Pop, alors que dans le manga, Athéna n'indique aucune constellation. Bref, l'anime en a beaucoup trop dit. La réalisation est confiée à Katsumi Minoguchi, que je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo autour de Shaka. Son style est beaucoup plus inspiré et quelques angles de caméra sont intéressants. J'aime particulièrement l'effet lorsque Seiya se prend un coup par surprise par un Saga révélant son côté maléfique. On pourra bien sûr regretter quelques recyclages d'animation reprises notamment lorsque Seiya ouvre la porte du grand Pop. Ouais. Les dessins d'Eisaku Inoue sont très plaisants et au fond le meilleur de l'épisode pour moi c'est probablement la fin
moment où Saga commence à retirer les 5 sens de Seiya. Et franchement, ce type de suspense, on se pose mille et une questions sur la suite. Un contexte assez différent de l'épisode 57 où Shaka privait également Ikki de ses sens. Et là, dans l'épisode suivant, bon, je l'ai dit déjà des tonnes de fois sur les changements entre la fin du Sanctuaire, entre la version animée et la version manga. Du coup, je vous renvoie à ma vidéo sur la partie 3 du Sanctuaire. Mais tout ça pour dire, j'aime bien les deux formats. Et je l'ai toujours dit, le 72e épisode a toujours été un de mes favoris. Bien que la réalisation soit de Masahito, impossible de ne pas souligner que Shigeyasu Yamauchi est sur le storyboard. Et c'est d'ailleurs sur certains passages que son style est mis en avant, notamment sur quelques plans où apparaissent les jambes de Seiya. Ce qui est redoutable avec cet épisode, c'est que bien que l'ayant vu un nombre incalculable de fois, vous n'avez pas idée, on ressent tellement une pression, cette envie de dire à Seiya de se dépêcher. Dans le manga, les combats sont beaucoup plus longs et cette donnée passe un peu aux oubliettes face au déluge d'informations que nous apprenons autour de Saga. La situation devenant critique, c'est Ikki du Phénix qui revient sur le devant de la scène. On peut noter que sa technique fétiche atteindra Saga dans l'anime, ce qui ne sera jamais le cas dans le manga. Ce qui marque dans l'épisode 72, c'est la relative rapidité des combats, alors qu'il s'agit du combat final. Eh bien, le combat entre Seiya et Saga, il n'est pas très long. Il ne dure qu'un demi-épisode avant que la suite ne soit reprise par Ikki. Et dans les faits, le combat est également expédié. Par contre, la défaite d'Ikki est excellente, bien qu'on pourrait se poser la question à savoir comment Saori a fait pour passer ensuite. Bon, ok, je suis un peu mauvaise langue, mais la destruction du temple et le terrible coup que décoche Saga envers Ikki, eh bien pour moi c'est magique. Et c'est à jamais une de mes séquences d'animation que j'aime le plus revoir. Ikki, le protecteur final de Seiya, qui avait déjà hérité de ce rôle dans le premier film qui fut sorti bien avant que la parution du manga ne s'intéresse à la fin du Sanctuaire. Une idée a peut-être germé suite à ce film chez Masami Kurumada, qui sait, à moins que cet élément du film ne soit une idée du mangaka à la base. À méditer. La fin est gagnée de justesse, et avec un tel rythme, rien que pour le stress que peut engendrer cette splendide musique de Seiji Okoyama, Tobey Pegasus, c'est magnifique. Un cheminement intéressant car Saga est bien trop fort et ce qui compte le plus dans le moment présent, c'est d'atteindre le bouclier d'Athéna, là où Seiya dans le manga décoche un terrible coup pour ensuite rejoindre la statue d'Athéna. Rarement on a eu à ce point-là des versions aussi différentes dans Saint Seiya. Et c'est ce qui fait son charme. Saga est néanmoins vaincu dans le prochain épisode par le Cosmo des Bronzes, enfin des 5 Cosmos, car dans le manga ce sont véritablement les 10 bronzes. Dans les deux cas, la mauvaise personnalité de Saga sera vaincue. L'anime n'aura pas connaissance de toutes les informations du manga et tout ceci se clôture par un dédoublement de personnalité sans pour autant révéler la manière dont a été tué l'ancien grand pop, là où le manga lui s'y est largement attardé. Les quelques choix de réalisation de ce dernier épisode du Sanctuaire sont intéressants, via Hiromichi Matano, qui avait rejoint le poste de réalisateur que très dernièrement de la série via l'épisode 64, car auparavant il écrivait les storyboards. La scène où Ikki perd de nouveau ses 7 sens par Saga est déstabilisante, voire violente. Le combat semble être fait en accéléré, et choix judicieux de garder une ambiguïté sur la mort de Saga. Hiromichi Matano est toujours en activité et avait d'ailleurs à ce propos réalisé les épisodes 5, 6 et 9 dans Scientia Show. Le Sanctuaire, ça doit forcément le connaître un peu. Un choix qui n'a pas dû être fait par hasard en somme. Malheureusement, il ne fera pas de miracle sur cette adaptation faite dans l'urgence. Pour revenir à l'épisode 73, scénarisé par Yoshiyuki Suga, Kurumada avait donné probablement quelques consignes sur la fin de cet arc. Notamment que Seiya lance son poing chargé de Cosmo de ses amis sur Saga qui s'envole dans les étoiles et y survit malgré tout. Bon, je pense pas que Kurumada avait dit dans sa note qu'il s'agissait des 10 bronzes et non pas des 5. L'anime a répondu avec 5 bronzes, là où il y a une différence avec le manga. Seiya permet de détruire le côté obscur de Saga,
Saga meurt dans les bras de Saori en se suicidant. Alors, sur ce dernier point, la version française commet une étourderie en faisant croire que Saori l'a tué Saga sans faire exprès. Ouais. Oh non, je ne voulais pas. Saga, anata wa... On pourra souligner, pour ceux qui adorent la version du manga, que celle-ci est plus ou moins adaptée via le jeu Pachinko, ou plus récemment dans Saint Sho via son épisode 7. Quoi qu'il en soit, si Seiya est selon mon humeur mon personnage favori, c'est pour le dépassement de soi. C'est pour ces scènes où il parvient à se relever malgré ses blessures et à accomplir des miracles. Personnellement, et c'est très subjectif, mais ce genre de message, cela me parle grandement et me touche. Une des raisons qui fait que j'adore d'ailleurs le 3e film. Bref, dans l'adaptation animée de ce combat, malgré ses nombreux défauts en raison du fait que la série avait rattrapé l'apparition du manga, eh bien, ça aura toujours son petit effet sur moi. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, ciao!